Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h19 et mon invité, c'est le directeur général de l'équipementier automobile Faurecia. Bonjour Patrick Koller. Bonjour. Patrick Koller, bientôt un homme neuf, un nouvel homme libéré. Enfin bon, c'était pas une contrainte peut-être si terrible, mais enfin, vous allez très bientôt perdre votre actionnaire de référence, Stellantis, puisque dans le cadre de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, il avait été décidé et acté de vendre les parts 47% de PSA dans Faurecia. Et donc dans quelques semaines, début mars, Faurecia aura son plus gros actionnaire à 5%. Absolument. Exor sera notre plus gros actionnaire à un peu plus de 5%, 5,5%. Qu'est-ce que ça va changer d'être libre comme ça, sans actionnaires dominants, de nouveaux projets, des envies de mariage, de rachat ? Alors ce que ça va provoquer, c'est une nouvelle responsabilité quand même. C'est plus d'autonomie certainement et plus d'autonomie stratégique. Il est évident que n'ayant plus à coordonner ou synchroniser nos agendas stratégiques, ça nous donne plus de liberté. Est-ce que par exemple vous pouvez avoir d'autres clients ? Est-ce que ça vous liait un peu à PSA ou pas du tout ? Non. PSA depuis le début a parfaitement compris l'intérêt pour le développement de Faurecia de faire la part des choses entre l'actionnaire et le client. Et je crois, ça a été parfaitement compris par le marché et nous n'en avons pas souffert. Ceci dit, Stellantis est une opportunité pour nous parce que nos parts de marché sont beaucoup plus importantes avec PSA qu'avec FCA. Avec Fiat Chrysler. Et que le déploiement des plateformes communes développées PSA, mécaniquement devrait nous aider. Est-ce que dans le monde des équipementiers automobiles, qui a aussi souffert de la crise de 2020, alors on n'a pas encore vos résultats, vous les donnerez dans quelques jours, dans un mois, est-ce que il y a des perspectives de consolidation ? Est-ce que vous pourriez être une proie ou au contraire un prédateur ? Alors je ne crois pas que nous puissions être une proie parce que nous sommes dans des positions de leadership dans l'ensemble de nos métiers. Et donc pour des raisons d'antitrust, ça devient compliqué. Et en plus, on ne peut pas faire ce genre d'acquisition sans la bénédiction de nos clients. Donc je ne crois pas que l'on puisse être une proie. Et je crois que les achats de groupes complets vont devenir de plus en plus difficiles pour les raisons que j'évoquais. Mais par contre, il est possible pour nous de participer à la consolidation de nos métiers et d'envisager de nouveaux développements dans des métiers adjacents. Alors vos métiers, je les rappelle, il y a l'habitacle intérieur, les sièges, les tableaux de bord, le traitement des émissions polluantes avec les systèmes de filtrage, et puis demain l'hydrogène, car vous faites partie, en tant d'ailleurs que coprésident, je crois, du groupement, de ce regroupement des industriels français autour de la filière de l'hydrogène. C'est une volonté politique, une ambition française et européenne d'être dans la course à ces nouveaux moteurs qui fascinent les Français, qui effectivement roulent à l'eau, si je résume de manière extrêmement grossière. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année 2020 a été une année européenne pour ce qui concerne l'hydrogène. Un momentum mondial, 30 pays ont déclaré une stratégie hydrogène, 228 grands projets ont été annoncés, ont été financés à hauteur de 80 millions de dollars. Et de ces 228, 126 projets sont des projets européens, ça représente 55% du total. C'est pour ça que je dis que c'est une année hydrogène européenne où l'Europe a pris le lead des nations. Et je pense que ça, c'est très important. L'Europe a annoncé 220 milliards d'investissements d'ici 2030. Ursula von der Leyen, la semaine dernière, a annoncé que nous aurons à disposition 1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2024 et 10 millions de tonnes d'ici 2030. Donc on est lancé. Alors, il faut expliquer effectivement qu'il y a aussi un basculement dans la technologie, c'est que jusqu'à présent, pour produire de l'hydrogène, d'abord, c'est très compliqué, très coûteux en énergie non renouvelable, notamment en hydrocarbures, et que là, on est en train d'inventer le moteur à hydrogène qui fonctionnera avec une pile à combustible à partir d'énergie en partie renouvelable. Absolument. Donc la Communauté européenne considère
deux sources, le renouvelable qui est très important et qui est bien entendu la source privilégiée, et puis la source bas carbone qui inclut le nucléaire. Mais aussi de la production à partir de gaz, mais avec captation et séquestration du CO2. Alors Patrick Koller, Faurecia ne pourra pas tout faire, donc vous allez vous spécialiser, et c'est important, dans les réservoirs à hydrogène, où il y a énormément de technologies, et puis dans la pile à combustible. Absolument, donc nous on couvre sur la mobilité à peu près 85% de la chaîne de valeur. On couvre cette chaîne de valeur avec une activité de stockage, qui est en nom propre, et puis sur la partie pile à combustible et intégration de la pile à combustible dans l'automobile ou dans le véhicule utilitaire, nous avons une JV avec Michelin qui s'appelle Symbio et qui est déjà très présente. Alors, concrètement, rouler dans un véhicule pile à combustible et hydrogène, pour les Français, c'est pour quand ? Ça existe déjà, mais avec les technologies que vous êtes en train de développer. Alors je pense que c'est entre 2025 et 2030, on va voir plutôt le transport utilitaire, donc les camions qui seront de plus en plus équipés avec de l'hydrogène, tout simplement parce que les cas d'usage de l'utilitaire ne correspondent pas à la batterie. Donc vous auriez à transporter des masses de batteries beaucoup trop importantes, ce qui nuirait à votre charge disponible. Donc ça commencera par ceci, ce qui va vouloir dire aussi qu'il faudra équiper en infrastructure les grands corridors routiers. Ouais. Alors on sait qu'un plein à hydrogène ça va très vite, en 3 minutes on fait le plein. Alors pour vous donner un ordre d'idée, si on prend des camions, des très gros camions, 80 kg d'hydrogène, 15 minutes. C'est-à-dire que c'est exactement le temps qui est utilisé aujourd'hui pour faire le plein avec du diesel sur une autoroute. Et c'est évidemment par rapport aux batteries électriques qui demandent aujourd'hui un temps de chargement beaucoup plus long, effectivement très tentant. On va reparler de Faurecia, même si je sais que vous ne pouvez pas dire grand-chose parce qu'on est en quiet période, les résultats c'est pas tout de suite. Globalement, comment vous voyez le rebond de l'activité économique mondiale ? Vous êtes implanté sur toutes les zones du monde, notamment la Chine. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, dont on parle souvent sur ce plateau, sorte de grand écart entre les zones qui ont redémarré comme en 40, si je puis dire, notamment l'Asie, la Chine, et puis l'Europe qui, avec cette nouvelle vague, ces variants, fait un peu du surplace. Est-ce que vous constatez ça ? Alors il y a une inquiétude Covid mondiale. Même si la Chine aujourd'hui gère parfaitement la situation, on voit des signes de nervosité. À chaque fois qu'il y a quelques cas quelque part dans une ville, il y a immédiatement des confinements qui sont décidés et des confinements très durs. Donc personne n'est épargné. Y compris sur les usines ? Alors, pour l'instant, aucune de nos usines n'a souffert d'arrêt, mais il n'est pas impossible d'avoir des arrêts également en Chine, alors de façon à nouveau très ponctuelle. Si je vous donne le chiffre du nombre de nouveaux cas par jour, c'est de l'ordre de 100 sur la totalité de la Chine. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. Chiffre officiel, mais bon. C'est le chiffre officiel, mais nos équipes qui sont sur place ont tendance à confirmer ces chiffres. Donc, en fait, dans leur vie quotidienne, ils voient bien comment ça se passe. Aux États-Unis, la situation est gravissime. Par contre, les États-Unis sont totalement décentralisés, donc les risques d'arrêt de la production et de l'industrie sont très faibles. Et je pense que les décisions qui sont prises et qui vont être prises par Joe Biden iront dans le bon sens et pourraient en fait provoquer une relance accélérée dans la deuxième moitié de cette année. En Europe, on a bien sûr les risques qui sont afférents à des confinements. Chaque fois qu'on a un confinement, on a un ralentissement. Ça va de pair. On a un autre risque. Alors les risques ne s'ajoutent pas, mais ils existent de façon séparée. C'est les approvisionnements de composants électroniques. Bien sûr, les semi-conducteurs notamment. Absolument. Donc on a eu un problème majeur au niveau de notre industrie, c'est qu'on s'est arrêté au deuxième trimestre. Il se passe environ 6 à 7 mois entre le moment où le silicium est produit et le moment où le composant est intégré dans un véhicule. Vous voyez à peu près le délai. Et pendant ce temps, toute l'électronique grand public a explosé. Il y a eu une augmentation très importante, également liée au confinement
dans les grands pays. Donc la télévision, les micro-ordinateurs, la téléphonie, les consoles de jeux, etc. Une question pour terminer. On a entendu Joe Biden cette nuit, le Buy American Act qui va être encore renforcé, notamment pour les commandes fédérales. C'est un gros marché. Ça vous inquiète parce qu'il faudra que tous les composants soient américains pour les voitures, par exemple, qui seront vendues au gouvernement fédéral. Quand vous allez faire ? Alors, tout dépend de la sensibilité des composants et des logiciels que vous utilisez. L'automobile est relativement peu impactée par ces réglementations. Donc nous n'avons jamais été dans une situation où il fallait choisir entre l'Amérique du Nord et la Chine. Ceci dit, l'une des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui liées aux approvisionnements de composants électroniques vient de là. C'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en changeant de fournisseur en fonction des grandes plaques. Les grandes plaques, le fameux G2 dont parlait le patron de Foxconn il y a quelques mois. Merci beaucoup Patrick Koller, directeur général de Faurecia, d'avoir été sur ce plateau.